Merci en tout cas au docteur Claire Georges, merci au collectif des PASS pour cette invitation, merci pour cette volonté justement de croiser des approches et ce que je vais faire, c'est à la fois vous présenter la situation de la demande d'asile en France et vous parler de missions plus spécifiques que remplit l'OFII en matière de vulnérabilité et de santé des migrants. Alors là, vous avez l'évolution de la demande d'asile à la fois en Europe et en France, et la part en France. Je montre ces tableaux pour vous dire deux choses. Globalement, la demande d'asile en Europe diminue, de plus de 50% en réalité en 2019, mais elle continue à progresser en France. La France est dans une situation tout à fait singulière par rapport à l'ensemble des pays d'Europe, et la part, vous voyez, de la demande d'asile déposée en France augmente par rapport à celle déposée dans l'ensemble de l'Europe. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que, et vous le voyez pour les chiffres 2018, les chiffres 2019 sont à peu près équivalents, si ce n'est que les Géorgiens sont passés en tête et les Afghans sont seconds dans la demande d'asile. Mais la France est, pour un certain nombre de personnes qui ont été déboutées de l'asile en Europe, aujourd'hui un pays de recours, si vous voulez, de rebond. Et c'est particulièrement le cas des Afghans. Globalement, les Afghans ont été refusés dans l'ensemble des pays d'Europe. On dit souvent que l'Allemagne a accueilli 1,2 million ou 1,8 million, etc. Il faut faire une distinction entre le fait que des personnes soient rentrées en Allemagne et le fait qu'elles aient obtenu le titre de séjour. En Allemagne, le taux de protection des Afghans, comme on dit, est inférieur aujourd'hui à 40%. Il est autour de 30%. Il reste aux alentours de 90% en France. Et très concrètement, ça veut dire que 9 Afghans sur 10 qui déposent une demande d'asile en France obtiendront l'asile, alors que c'est aux alentours de 1 sur 3 actuellement en Allemagne ou en Suède. La deuxième chose, on en entend parler souvent dans la presse, le règlement dit Dublin fait qu'une personne qui a déposé une demande d'asile et qui s'est vue refuser sa demande d'asile dans un autre pays européen peut venir en France au bout d'un certain nombre de mois, entre 6 mois et 18 mois en fonction des situations. La France sera tenue d'examiner sa demande d'asile et donc de la réétudier. Et c'est pour ça que les personnes essayent de se maintenir coûte que coûte en France pour pouvoir redéposer la demande d'asile. Mais la particularité française dans la demande d'asile aujourd'hui, c'est d'abord la pression de personnes qui viennent de pays d'origine sûre et que vous pouvez voir sans doute dans certains services hospitaliers, d'abord géorgiennes et albanaises. Vous le voyez là à travers les chiffres, mais ces chiffres sont actuellement encore en augmentation. Depuis le début de l'année, on a entre 1500 et 2000 Albanais géorgiens qui déposent l'asile en France tous les mois. Il y a, quand on compare entre l'année dernière et cette année, il y a des moments où la France enregistre plus de demandeurs d'asile que l'Allemagne. Certains jours, on a ces phénomènes-là. La deuxième chose, le deuxième flux, c'est les personnes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, Guinée, Côte d'Ivoire. On pourrait y rajouter actuellement le Mali, qui font partie des caractéristiques de la demande d'asile déposée en France et qu'on ne voit pas dans d'autres pays. Je pourrais y rajouter après les Marocains ou les Tunisiens. Le quart de ceux qui ont débarqué l'année dernière en Italie, les 25 000 personnes étaient des Tunisiens. Les Tunisiens actuellement ne restent pas en Italie, viennent en France. Les 10 000 Marocains qui ont débarqué en Espagne l'année dernière n'ont pas demandé des demandes d'asile en Espagne. L'Espagne l'année dernière, c'est 43 000 personnes qui ont débarqué en Espagne. C'est entre 4 000 et 5 000 demandes d'asile déposées. Ça fait la particularité française de la demande d'asile. Je rappelle que la demande d'asile s'inscrit dans une immigration régulière et c'est une des caractéristiques de notre pays. C'est ce que François Héran appelle la longue
la longue infusion de l'immigration en France sur une très longue période. L'immigration algérienne a plus de 100 ans, ce qui fait que la France est un des pays d'Europe où la part de sa population sur 2 générations qui a un lien avec l'immigration est à peu près du quart. À l'instant T, on a autant d'immigrés au sens de l'INSEE en France que dans d'autres pays, mais on a cette particularité de la longue durée que n'a pas l'Allemagne, même si l'Allemagne a aujourd'hui autant d'immigrés à l'instant T que nous, immigrés au sens de l'INSEE, c'est-à-dire nés étrangers à l'étranger. Il faut rappeler que la France est un des pays d'Europe où on a aussi une facilité d'accession à la nationalité française quand on le compare par exemple à l'Italie ou même à l'Allemagne sur la longue durée. C'est à peu près 100 000 personnes qui obtiennent la nationalité française tous les ans. Parmi les titres réguliers des 255 000, si vous voulez, il y a les réfugiés, 33 000 l'année dernière, 33 000 sur les 123 000 demandes déposées. C'est partie des débats sur après ce que deviennent ceux qui ont été déboutés de l'asile. On a un rapport parlementaire qui vient d'être mis en ligne par l'Assemblée nationale sur la question du retour forcé et du retour volontaire. L'OFII fait ce qu'on appelle des retours volontaires. L'année dernière, plus de 10 000, c'est-à-dire l'aide au retour pour les déboutés. Voilà. L'OFII fait aussi 2 choses. L'étude de la vulnérabilité de santé au moment de l'hébergement des demandeurs d'asile, et puis depuis le 1er janvier 2017, l'examen des titres pour étrangers malades. Là, il y a actuellement en France 33 000 personnes qui ont un titre de séjour au titre du soin. Je parle en volume, non pas en flux, bien sûr. Alors, les visites médicales classiques, historiques de l'OMI, si j'ose dire, qui ont évolué au fil du temps, en même temps que les missions de l'OMI-OFII ont évolué. Il ne s'agit plus de voir si les personnes sont aptes à travailler. C'est ça, historiquement, je dirais la collaboration entre la médecine et un organisme qui était chargé de faire venir des immigrés. Mais c'est la visite médicale classique aujourd'hui, essentiellement la visite pulmonaire. Vous voyez que les nationalités correspondent à ce qui est l'essentiel de la migration légale en France encore aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord une immigration maghrébine. Ce que j'appelle l'immigration légale, c'est celle du droit acquis, regroupement familial, rapprochement de conjoints, etc. Donc marocains, tunisiens, algériens qui sont là. Vous avez une progression très importante des Turcs et aussi des Chinois qui arrivent pas très loin. Et puis vous avez des Américains qui viennent souvent pour des raisons de travail aussi. Voilà. Et puis vous avez les autres nationalités qui correspondent à notre bassin historique d'influence qui est lié à notre passé colonial. La vulnérabilité de santé des demandeurs d'asile, c'est le fait que quand un demandeur d'asile s'inscrit dans ce qu'on appelle un guichet unique de demandeurs d'asile, il va y avoir un examen de sa vulnérabilité dite objective. Je laisse les médecins discuter de cette appréciation objective. En tout cas, c'est ce que dit le texte de loi. On essaye de voir un peu s'il y a des problèmes particuliers, puisque les agents de l'OFII ne sont pas des personnels médicaux au moment du GUDA. Les nationalités qui sont pour lesquels on détecte assez rapidement une vulnérabilité. Vous voyez aussi Guinéens, Géorgiens, Albanais, Nigérians, Congolais. Voilà, vous voyez là les premières nationalités. Les Géorgiens sont pour nous un sujet très important, à la fois dans la demande d'asile, la vulnérabilité, mais plus globalement dans certaines régions. La spécificité aussi des flux de la demande d'asile, c'est qu'on n'a pas les mêmes nationalités suivant les endroits. On a très peu de Géorgiens, même s'ils commencent à arriver en Île-de-France, mais vous trouverez des Géorgiens dans l'ouest de la France, en Bretagne et dans l'est de la France, les Albanais en Rhône-Alpes, par exemple, Rhône-Alpes-Auvergne, etc. Alors, les principales pathologies qu'on a pu détecter dans ce cadre-là, il y a
les troubles mentaux et du comportement, hein, certaines maladies infectieuses et parasitaires, voilà, les maladies ostéo-articulaires. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne fais que lire, mais vous voyez bien un peu ce que ça veut dire pour ceux qui sont pour l'essentiel d'entre vous, des médecins. Alors, comment nous accueillons les demandeurs d'asile, hein, on entend très souvent que la politique globale de l'État serait d'empêcher les personnes d'être accueillies dans l'asile. En fait, la particularité, c'est qu'on a été obligé à partir de 2015 d'augmenter considérablement le parc d'hébergement. Il a doublé en 4 ans. Il est aujourd'hui aux alentours de 110 000 places en fait. Hein. Il était de 40 000 au moment du début de la crise migratoire. Vous voyez bien l'effort qui a été fait. Actuellement, on ouvre entre 200 et 300 places par semaine, hein, c'est ça la complexité, avec un système qui doit tenir compte des collectivités locales. Ce sont des procédures de marché, tout ça est très lourd, même si au moment de l'évacuation de la Lande de Calais, où il y avait jusqu'à 10 000 personnes, on a inventé des systèmes plus souples, qu'on a appelé les centres d'accueil et d'orientation, c'est-à-dire des systèmes hors marché. Hein, et vous savez, pour ceux qui sont fonctionnaires, à quel point aujourd'hui, à l'euro près, nous sommes contrôlés, et quand nous ne faisons pas de procédures de marché sur des millions d'euros, il faut que nos procédures soient suffisamment importantes pour que notre carrière ne soit pas rattrapée par nos camarades de la Cour des comptes 3 ou 4 ans après. Mais voilà un peu le système global. Il a fallu aussi adapter le parc d'hébergement à la nature de la demande d'asile, qui est d'abord masculine et jeune. Hein, les familles sont minoritaires dans la demande d'asile afghane, par exemple. Il y a très peu de familles. Elles sont beaucoup plus présentes pour les Géorgiens ou les Albanais. Ce qui fait cette particularité, c'est que nous avons plus nous avons une présence plus importante que leur part globale dans la demande d'asile des Géorgiens ou des Albanais que dans le dispositif national d'accueil, parce que nous tenons compte, parmi les vulnérabilités, du fait qu'ils sont en famille où il y a des enfants en bas âge. Voilà. Le dispositif national d'accueil, c'est une répartition au niveau national, avec les contraintes liées au foncier aussi, ce qui fait que, par exemple, Paris intramuros, c'est très peu de places de ce qu'on appelle de centres d'accueil de demandeurs d'asile, c'est-à-dire le cœur de notre dispositif qui compte 45 000 places. Paris, c'est 650 places, mais c'est pour des raisons liées au foncier, mais c'est un problème plus général du rapport de Paris à l'immigration. Je rappelle que dans les années encore 80, 30% de la population parisienne était d'origine immigrée. Aujourd'hui, c'est de 20%. Et les dynamiques foncières s'appliquent aux personnes issues de l'immigration, c'est-à-dire sont envoyées, pour beaucoup d'entre elles, dans la deuxième couronne. Voilà donc le dispositif général. Alors, l'avis médical que rend l'OFII pour le titre de séjour pour soins. Alors, voilà un peu le cadre juridique des personnes étrangères résidant habituellement en France, qui nécessitent une prise en charge médicale, dont le défaut pour avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Et vous savez que on a aussi comme dispositif qui est tout à fait unique le fait qu'on doit mesurer l'accessibilité effective au système de soins dans le pays d'origine. C'est un sujet qui est complexe. Globalement, ce qu'il faudrait retenir, c'est que notre pays, notre système de prise en charge de titre de séjour pour soins n'a pas d'équivalent. Ou peut-être un peu la Belgique et encore, mais en tout cas, on est de ce point de vue-là particulièrement avenant, et c'est notre particularité qui explique aussi la venue de personnes qui sont effectivement malades,
hein, et qui viennent pour essayer d'obtenir un titre de séjour. Voilà un peu le bilan général des demandes enregistrées par l'OFII. L'OFII est tenu de faire un rapport au Parlement sur la filière étrangers malades, ce que nous avons fait l'année dernière. Il n'y avait pas auparavant une telle transparence, hein, en ce qui concerne les données pour le titre de séjour pour soins. Nous avons tenu à être particulièrement transparents parce que je crois que c'est quelque chose qui est important de mettre à disposition du débat public. Vous avez là à la fois la nature des demandes, les primo-demandes et les renouvellements, les sexes des demandeurs. Vous voyez qu'il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Et puis, bien évidemment, les particularités en termes de pathologie, troubles mentaux et du comportement, maladies infectieuses, maladies de l'appareil respiratoire. Voilà un peu les caractéristiques générales dans une procédure où nous avons tenu d'abord à deux choses. D'abord, tout ça est organisé par un service médical de l'OFII qui est indépendant du directeur général, qui est dirigé par un médecin, le docteur Cannelon, qui est ici présent. Et la deuxième chose, c'est la collégialité, c'est-à-dire que tout ça partait d'un rapport des inspections, en particulier de l'IGAS, qui expliquait que le rapport individuel entre le médecin et le demandeur de titre pouvait amener à des distorsions d'appréciation en fonction du territoire, et donc la collégialité, et c'est jusqu'à 4 médecins qui regardent chaque dossier d'étrangers malades, permet à la fois, je dirais, une meilleure appréciation, sans doute dans l'échange entre professionnels, et un rééquilibrage pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'égalité de traitement en fonction du territoire et en fonction du médecin. Voilà les principales nationalités qui demandent des titres de séjour pour soins. Et là, vous voyez aussi que ça correspond peu ou prou à la fois à nos zones d'influence historique, à certaines particularités de la demande d'asile. Je dis ça parce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps dans un quotidien, comme on dit souvent, de référence, et du soir, hein, une tribune de psychiatres qui disait « c'est scandaleux, l'OFII ne prend pas en charge dans le cadre du titre étranger malade, les Syriens qui ont des problèmes psychologiques. » Bien évidemment, puisque les Syriens, ils obtiennent le statut de réfugié, donc ils ne passent pas par cette procédure. Donc c'était une critique absurde, hein, mais de personnes qui manifestement ne connaissent pas, enfin qui connaissent bien la médecine sans doute, mais pas suffisamment le droit des étrangers, qui est un droit complexe, je vous l'accorde, hein, quand on regarde le code de l'entrée et du séjour des étrangers. Mais voilà, première nationalité algérienne, hein, avec en plus comme première pathologie les problèmes post-traumatiques, comme on dit, hein, psychiques ou psychiatriques. Ça interroge parfois, y compris dans la tradition qui existe en Algérie de prise en charge de ces pathologies, sans remonter à Frantz Fanon, qui nous est cher, mais nous avions fait venir des médecins algériens qui expliquaient comment le système prenait en charge. Mais bon, l'Algérie, c'est un problème complexe pour la France toujours. Et puis vous avez les autres nationalités, congolaises, camerounaises, voilà, vous voyez bien les nationalités en présence. Donc voilà, je vous l'ai dit, troubles des comportements. Alors, répartition des avis fait par l'OFII, par les médecins de l'OFII. Vous voyez, favorable, défavorable, on est à peu près à 50-50. Hein. Je rappelle que l'avis de l'OFII ne lit pas le préfet. Hein. C'est le préfet qui décide in fine. Ce n'est pas l'avis de l'OFII qui introduit un rapport contentieux avec la personne. Il est important, je dirais, que globalement les préfets suivent l'avis de l'OFII, parce que c'est le rapport de confiance qui est en jeu, c'est-à-dire aussi qui se joue dans ce dispositif. Voilà à peu près la situation. Je suis prêt à répondre à vos questions. On nous a souvent interrogé sur pourquoi il y avait une baisse des demandes. Cette baisse,
elle existe dans de nombreux secteurs pathologiques, mais ce qui est vrai, c'est que nous avons mis en place aussi des contrôles sérologiques avec des laboratoires, hein, et que je crois profondément que si nous voulons garder cette procédure étranger malade, qui est vraiment une spécificité française au sens noble du terme, il faut absolument éviter qu'il y ait des soupçons de fraude, hein, sur l'ensemble de ces procédures. Et particulièrement en ce moment où, quand vous regardez les débats autour de l'impact de la migration sur les systèmes de santé, il y a la volonté dans une partie de l'éventail politique de remettre en cause l'ensemble des dispositifs de prise en charge des migrants malades, et ça serait, du point de vue de la santé publique, une mauvaise chose. Et donc, pour protéger cette spécificité, je crois qu'il faut être particulièrement rigoureux. Voilà. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup Didier. J'ai fait les 15 minutes, ça. C'est parfait. Peut-être que le temps qu'on installe la présentation de Barbara, on peut prendre une ou deux questions. Alors merci de vous présenter. Oui, Didier Sicard. Oui, je vais vous poser une question après cette remarquable exposé. Comment interprétez-vous la protestation des défenseurs des droits contre la politique française d'accueil des immigrants malades, alors qu'on a l'impression que justement nous sommes dans une situation généreuse? Comment cette protestation, comment vous l'interprétez? Il y a deux choses qui me perturbent dans ce qu'a fait le défenseur des droits. La première, c'est qu'en tant qu'administration, j'ai le droit, et nous avons le droit, et les médecins de l'OFII ont le droit, je dirais, de ce qui se fait ailleurs dans ce type de rapport, c'est-à-dire un contradictoire. Le défenseur des droits ne nous a jamais interrogés, ce qui est déjà pour moi un problème. Hein, et la deuxième chose, c'est que, ne nous ayant pas interrogés, je pense que sa connaissance de l'ensemble du sujet me semble assez partielle et parfois partiale. Voilà, je ne peux pas dire, je ne peux pas aller au-delà puisque c'est une personnalité indépendante, mais je pense qu'il y a là quelque chose qui n'est pas raisonnable. La dernière chose, c'est que du point de vue du débat public, je pense qu'il aurait été plus utile pour lui et pour nous tous qu'il introduise la réflexion suivante, c'est que notre système de santé est globalement, et il a été parlementaire, ministre pendant très longtemps, hein, et sans doute aussi un des initiateurs des mises en place des contrôles et du mode d'élaboration des budgets des administrations. Notre système de santé est financé avec cette idée qu'il doit l'être calibré à l'instant T de ce qui est la population potentiellement malade sur le territoire. Et que donc il y a quelque chose de la prévision de la migration qui n'est jamais pris en compte d'un point de vue budgétaire, hein, et ce n'est pas le seul sujet du reste où on a cette difficulté. Et ça mériterait une réflexion sur quelle est la place de la France par rapport à la prise en charge nécessaire, humaine, de ceux qui arrivent sur le territoire dans le débat public. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question suffisamment. Bonjour, Dominique Herwégan, je suis médecin de santé publique, médecine sociale. J'ai travaillé une trentaine d'années dans les pays en développement, donc de provenance de ces personnes. Et une des questions que je me pose, c'est comment, et maintenant je les accompagne en France à la fois du point de vue médical et juridique, et je me demande comment l'équipe médicale prend connaissance de l'offre de soins dans les pays de provenance pour juger de l'adéquation ou non de cette offre de soins à la situation de santé des personnes en question. Voilà, ça c'est un point fondamental qui va déterminer la justesse et la justice des décisions de l'OFII sur le plan de la santé des personnes. Donc comment est-ce que cette connaissance de l'offre de soins est assurée au niveau du collège? Alors, contrairement à ce qui se passait précédemment, nous avons mis en place une bibliothèque de données avec des spécialistes
qui venaient de l'OMS, enfin en particulier, pour croiser l'ensemble des données, qui ne sont pas simplement les données médicales, l'existence du soin, mais aussi l'existence matérielle du soin, mais aussi des données plus globales et sociales, et qui servent de référence et qui est, je dirais, mise à jour régulièrement par cette équipe et qui est accessible à l'ensemble des médecins de l'OFII. Voilà, c'est ce qu'on appelle la BISPO, hein, et qui est une aide à la décision, sachant que ce n'est qu'un guide à la décision pour les médecins. Mais nous avons fait cela. Et la deuxième chose que nous avons fait, puisque nous savions que nous serions particulièrement regardés, hein, à tort ou à raison, nous avons mis en place aussi un comité des sages qui est présidé par Xavier Emmanueli, dans lequel on a à la fois ces médecins spécialistes, l'ordre des médecins, le Conseil national de l'ordre des médecins, et qui nous aide dans les problèmes, je dirais, de prise en compte déontologique que peuvent avoir les praticiens avec la présentation de cas, et ça donne des discussions tout à fait intéressantes. Et ce qu'on a remarqué, c'est deux choses. D'abord, quand on nous a demandé de reprendre cela en charge, on ne nous a pas transmis, je dirais, un savoir, des données, ce qui fait du reste que les comparaisons entre ce qui se passait avant et aujourd'hui ne peuvent pas se faire puisqu'on n'a même pas les statistiques d'avant. Hein, c'est quand même très troublant du point de vue du débat public. Et la deuxième chose, c'est que l'expérience elle-même, en termes de difficultés déontologiques qui nécessairement existent, et vous avez raison, madame, de le dire que ça peut poser des problèmes, là encore, rien n'a été transmis. C'est pour ça que nos rapports, hein, sur le plan administratif, j'entends, puisqu'il y a des études, etc., nos rapports sont aussi une façon de matérialiser cette expérience et de la laisser là pour qui veut s'en saisir vraiment. Une dernière question. Moi, je suis étonnée de ce que vous venez de nous présenter, parce que lorsque nous avons des réunions avec les services Leclerc, nous nous posons souvent la question de l'intervention, du pouvoir politique, c'est-à-dire que souvent nous avons l'impression que les médecins sont obligés de supporter des problèmes politiques qu'ils n'ont pas à supporter. Et avec toutes les données que vous pouvez communiquer, on voit qu'il y a certains patients qui viennent en France, en particulier avec des systèmes de passeurs, alors qu'ils pourraient très bien être suivis dans leur pays. Enfin, on pense à la Géorgie, par exemple, où on en a parlé pour l'insuffisance rénale. Et la question que je me pose, je pense que vous ne pouvez pas répondre parce que c'est très politique, mais on se demande pourquoi est-ce que la politique ne gère pas ces problèmes, c'est-à-dire des relations avec ces pays, de façon à ce que ces systèmes de passeurs qui nous amènent des malades, qui sont complètement perdus en France alors qu'ils pourraient être pris en charge chez eux, pourquoi ce problème n'est pas mieux pris en charge sur les plans politiques. Et vraiment, ça nous simplifierait beaucoup la vie souvent. Merci madame pour votre question. Bon, mais il faut dire les choses, c'est un problème complexe au sens où on a affaire à des humains, hein, et que vous, médecins, vous avez quelqu'un qui est malade et qui arrive, et les questions sont évidemment pas simples pour vous à prendre en charge, d'autant plus que, je dirais, philosophiquement, globalement, il y avait le sentiment que, au fond, notre système pouvait tout le temps tout absorber. Et du coup, on ne s'interrogeait pas sur ce qui pouvait se passer. J'ajoute le fait que des personnes venant de notre ère influence traditionnelle et coloniale, si je veux dire, on avait le sentiment qu'il y avait quelque chose à rendre, hein, et que là,
on a affaire à autre chose qui vient des anciens pays de l'Est où on sent que la tension est beaucoup plus forte parce qu'on sait que ces pays ne sont pas des pays sans médecine. Hein, la Géorgie étant le cas type, puisque sur certaines pathologies, on a des Français qui vont en Géorgie, hein, pendant que d'autres arrivent ici. La dernière chose, c'est que sur le plan de la santé, par exemple, c'est le seul domaine où nous n'avons même pas d'études de longue durée de l'évolution en termes de santé, je dirais, des migrants. Hein, par exemple, c'est la question que j'ai posée il n'y a pas très longtemps à la Direction générale de la santé, mais pour notre connaissance à nous, l'impact du trajet migratoire d'une personne sur sa santé sur 5 ans, ça serait quand même intéressant à savoir, même en termes de cohorte, pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, etc. Or, la PUMA, hein, qui est ce à quoi accèdent les demandeurs d'asile, ne le permet pas, ou en tout cas, on nous dit que ce n'est pas possible. Donc, il y a quelque chose qui est de sorte d'un refus de regarder très précisément, et même pathologie par pathologie. J'ai parlé un peu sous forme de boutade de la question de la psychiatrie ou la psychologie en Algérie, mais la dialyse en Géorgie ou l'hépatite C dans certains pays dont on sait qu'elle est prise en charge. Je parle même pas du VIH où j'ai été accusé d'être quasiment un assassin par certaines associations dont je ne citerai pas le nom à propos du cas d'un Cubain qui était pris par le VIH et donc qui ne devait pas bénéficier, en tout cas pas au titre du VIH, d'un titre pour soins. Et j'essayais d'expliquer que la médecine cubaine, de ce point de vue-là, était particulièrement remarquable et qu'il fallait être particulièrement anticommuniste, mais c'était pour les titiller, pour ne pas le comprendre, mais que je pouvais comprendre qu'un Cubain demande l'asile pour autre chose, hein, mais pas pour ça. Voilà. Et donc il y a quelque chose qui se joue, hein, avec par endroits des pathologies qui deviennent une sorte de vache sacrée sur lequel on ne peut rien dire, hein, parce que sinon vous êtes immédiatement taxé de criminels de masse. Hein, voilà. Et l'hépatite C ou le VIH font partie de ça. Voilà.